C'est sans doute parce qu'un jour j'ai eu une idée bizarre d'écrire un roman en Picardie. Donc c'est très simplement que je vais faire le point grâce aux ouvrages de la toute petite bibliothèque des Picardisans d'Abbeville et aussi à l'amabilité de Jean-Luc Vigneux, qui m'a prêté quelques-uns de ses ouvrages rares. Quant au parcours, les bibliographies de littérature picarde, il y en a quelques-unes, je ne vais pas les énumérer. On est d'abord frappé par l'abondance et la diversité des poèmes, chansons, pièces de théâtre, contes et même des sermons et d'autres genres. Mais aussi par l'absence de romans répertoriés après la période du Moyen-Âge. Une certaine quantité au Moyen-Âge, j'avais d'abord pensé les évoquer rapidement, mais je n'aurai pas le temps. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Jean-Luc Vigneux constatait déjà en 1996, quand Schlancheron avait édité mon texte Schlottokar, qu'il y avait très très peu de romans picards. Et Jacques Landrecy, justement, dans un article consacré à ce roman, dans la revue Nord, une revue tout autour de l'Université de Lille, écrivait « S'il est un genre où la littérature picarde brille depuis toujours par son absence, c'est bien le roman. Les tentatives se comptent sur les doigts d'une main. » D'ailleurs, il est curieux de constater que ces textes ont tous été écrits récemment. Je crois ne pas me tromper en disant après 1970. Et ils sont encore assez peu connus. J'en ai parlé un peu autour de moi. Donc il me semble, plutôt que de parler du roman picard en général, il est sans doute plus utile et plus urgent de les faire connaître à tous. Et finalement, j'en ai réuni 8. Je m'attendais à 5, après Jacques Landrecy. J'en ai réuni 8. Cela fait donc plus de, je ne sais pas combien exactement, mais plus de 1000 pages à résumer. Je vais donc surtout vous lire pour chacun d'eux les éléments que j'ai notés concernant l'intrigue, les personnages, de manière assez classique. L'intrigue, les personnages, le temps, l'espace, parfois le thème ou les intentions de l'auteur, quand elles sont transparentes. J'en lirai aussi quelques extraits, et malgré la prononciation, parce que je serai obligé de lire des textes qui se situent dans un domaine linguistique qui m'est un peu étranger. De toute façon, il ne s'agissait pas d'en faire ici une sélection, ni l'analyse critique. Je le signale dès maintenant. J'ai simplement limité mon choix aux textes contemporains qui correspondent aux définitions du roman. Mais comme vous le savez, le mot roman, c'est un peu vague. C'est pourquoi, avant de m'intéresser à la chose, je me suis interrogé sur le mot. Car en français comme en picard, sa fortune est sans doute moins glorieuse que celle du mot poésie. Depuis le récit du XIIe siècle, dont on parlait tout à l'heure, en langue romane, et langue vulgaire, parlée par le peuple, jusqu'au XIXe et XXe siècle, où il était devenu cette œuvre d'imagination, en prose, assez longue, avec des personnages donnés comme réels. Je ne donne pas toutes les définitions, ce serait très long, presque la conférence n'y suffirait pas. C'est un genre néanmoins qui était très déconseillé aux jeunes filles de la bourgeoisie. Ceci pour le français. Voyons Picard maintenant. Je me souviens que dans mon village du Vimeux, le mot poésie n'était prononcé qu'avec beaucoup de respect. Écoutez donc, Vlochpio qui va nous réciter ce poésie. Alors le cercle de famille se recueillait. Au contraire, quand on parlait de roman, c'était en sens nettement péjoratif. Un sens péjoratif qui évoquait l'ennui, l'exagération, le ridicule même. Exemple, oh là 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 là, qu'elle disait Juliette, un infini chouette plus là, amène la fouet tout un roman, sans commentaire. Je ne sais pas si tout cela peut expliquer la désaffection pour le genre romanesque picard. C'est sans doute un peu court, parce que je n'ai jamais lu dans les divers sondages que le nombre de lecteurs de romans français en pourcentage était nettement plus bas dans nos régions septentrionales que dans le reste de l'Hexagone. Il faudra donc chercher d'autres causes. Et peut-être en allant voir les textes. Enfin, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Je vais d'abord dire quelques mots de deux auteurs qui ont écrit des textes longs, mais un peu en marge du roman,
des textes de souvenirs authentiques. Le premier, c'est Léopold de Vime, ici présent, qui m'impressionne, qui habite à Bouillancourt-sous-Mianet. Ses écrits sont bien connus dans la région, même pas seulement ses écrits, il a participé à des émissions. Mais on connaît moins ses souvenirs d'amour de jeunesse, surtout un amour de jeunesse. Puisque je crois, ils ont été seulement lus, si je me trompe, on me démentira tout à l'heure, pendant 2 ans chez les Picardisans d'Abbeville. Il nous en a relu un épisode la semaine dernière, et je crois bien qu'il a encore ajouté quelques détails. En somme, c'est peut-être un roman qui est encore en train de s'écrire en ce moment. Il est amusant aussi de constater que ce récit de souvenirs réels, qu'il appelle un premier idylle, a presque tous les caractères de l'idylle tel qu'on l'a défini, en particulier celle du XIXe siècle, qui a été définie par Michael Bakhtin. Alors, bien sûr, il m'est difficile de parler d'un très long récit autobiographique. Je ne me rends pas compte combien ça peut faire sous forme de roman. Et dont l'auteur revendique le caractère authentique et même intime. Je vous en donne simplement quelques éléments. D'abord, la rencontre avec la jeune fille, qu'il appelle Odile. Cette rencontre à l'occasion d'une fête de village qui est décrite avec une émotion et une précision exceptionnelles. Mais aussi tous les obstacles à cet amour, la présence d'un autre prétendant qui menace le narrateur, la famille qui protège la jeune fille d'un tas de choses, en particulier de la violence, de cette rivalité-là, les valeurs de la campagne des années 30, qui sont encore très traditionnelles, et le travail agricole fait à la main, la plupart du temps, qui laisse très peu de liberté. Il y a aussi les efforts patients, les multiples ruses, les complicités diverses, et surtout l'intermédiaire, le fidèle Julien, ou Guinien, qui permet de communiquer clandestinement avec Odile. Il y a aussi les rares occasions de redire son amour, les bals champêtres, les fêtes religieuses ou profanes qui jalonnent le calendrier du paysan. Vous voyez le caractère idyllique. Je n'en résumerai qu'un épisode, puisque nous sommes encore en mai, presque. C'était la tradition des mets, vous savez, ces branches décorées que les jeunes hommes clouaient aux façades des demoiselles pour dire leur amour, ou quelquefois autre chose. Léopold nous raconte donc toutes ces heures passées pour aller couper la plus belle branche du plus beau sapin, choisir les plus beaux rubans, pour que le mets d'Odile soit le plus beau du pays. Et enfin, toutes les péripéties pour aller la nuit, à des kilomètres, se jucher sur la selle de sa bicyclette afin de clouer clandestinement, le plus haut possible, au-dessus de la grande porte, ce message d'amour. De nombreux autres épisodes permettent de mesurer la force de cet amour idéalisé. Et comme pour illustrer son caractère fatal, l'idylle se termine en drame. D'ailleurs, si on compare ces textes avec les autres textes de Léopold, on peut parler même de l'idylle détruite, puisque c'est un peu la fin d'un monde idyllique. Et il revient souvent à la fin de ces textes, la fin du travail à la main, la fin des traditions, etc. Un deuxième texte maintenant, encore des souvenirs professionnels cette fois, de Claude Milan, de Vimy dans le Pas-de-Calais. Voilà le livre, c'est un livre. C'est un livre de 180 pages, très dense, adapté et illustré par Pierre Duchâteau, puis édité par le foyer culturel de Stenvord. On a essayé d'en retrouver, j'ai essayé de téléphoner, Olivier Angelard aussi, et on n'arrive pas à reprendre contact. L'auteur nous raconte avec beaucoup de précision toute sa vie mineure depuis l'âge de 15 ans, et ça c'est en 1945. L'ouvrage est divisé en un grand nombre de chapitres, et les titres d'ailleurs nous donnent un aperçu du contenu. Le jour que j'ai comminché, chez le briquet, je suis désolé pour la prononciation du Pas-de-Calais. J'aurais dû dire à Olivier de le dire à ma place. À Lampisterie, ils ont décidé de faire greffe, une catastrophe Alphos, Sainte-Barbe, etc. Un tel livre, bien sûr, ne se résume pas. Il n'y a pas d'intrigue,
Je vais seulement vous lire un passage pour vous donner un peu le ton du livre. Un épisode pas trop technique, car c'est vrai qu'il y a un vocabulaire très précis de la mine qui nous est donné à l'intérieur du livre, avec un lexique. Donc ici, c'est le conducteur du dernier cheval de la mine. C'est souvent le dernier cheval, c'est vrai. C'est le conducteur qui parle, et je vous demanderai d'être compréhensif donc pour la prononciation. Je vais vous en raconter un. Pour plus tard qu'elle semaine passée, il y a une journée où j'étais farcé. Par là, ça veut dire qu'on n'a pas été réveillé à l'heure. Donc, avant de déchante, j'étais vir schmette pour m'y dire que j'étais arrivé. J'avoue à peine mien, pied d'un saint bureau, qui me dit jo. Habile et déchante, et je pourrions y coincher dans l'écurie par Tinquieva. J'ai couru jusqu'à Schmolinage, et j'ai sauté dans le cache. Je suis arrivé à l'écurie, il y a vos 4-5 ouvriers qui essayotent de faire bouger ma Kieva pour libérer Sporion. Il est au coin chien très chmur et ma bidée. Puis il criote, puis il énervote Shkeva. J'ai fait taire tout le monde, et puis je suis rentré dans l'écurie. Quand Shkeva il m'a vu, il a tourné ce tiède, et puis il a léché à l'Esporion. Vous avez vu le tranche qui fait zo Sporion. Mais quand j'ai caressé le Kieva, et tout en m'approchant des stiettes, je lui ai dit, un tio, et t'as pas fortière les employés. Sans que personne ne le voie, je l'ai soufflé dans l'oreille. Ben entendu, il a pas loché stiette, un érudit qui dit jour non. Donc j'en ai fini avec les récits authentiques de souvenirs. Maintenant, je vais, pour rester proche quand même du récit documentaire et de la mine, je vais vous présenter le roman de Florian Duc. Il est né à Blaton, dans le bassin minier de l'Héno-Belge. Vous voyez Mons et Valenciennes, à égale distance entre Mons et Valenciennes. Ça s'appelle De ce temps-là, Julie-Juliette. Il est édité en 1976 à Blaton. Ce n'est plus l'histoire d'un mineur, c'est l'histoire en 200 pages d'une famille d'ouvriers blatoniens entre 1870 et 1920. Donc, vous voyez, on appelle presque ça des sagas maintenant. Je vous lis tout de suite un extrait de la préface. La préface, c'est de M. Sarraud, qui est un écrivain de Blaton. Le caractère documentaire de ce roman nous semble primordial. Florian Duc, écrivain populaire réaliste, rappelle, toute proportion gardée, Émile Zola. L'évocation des misères matérielles et morales, comme des joies toutes simples, ont de quoi nous faire réfléchir ou nous révolter. Voilà. Une des originalités de ce roman, c'est qu'il est écrit en vers, de 4 à 16 pieds, et qui compte des rimes ou des assonances, qui comporte plutôt des rimes ou des assonances, qui donnent une petite musique discrète, mais assez agréable quand on le lit. La richesse du vocabulaire, par contre, de la région rend le livre un peu difficile à lire. Je suppose qu'on trouve encore ce livre peut-être à Blaton, mais de toute façon, par ailleurs, Pierre Hivard lui a consacré plusieurs pages dans l'anthologie La forêt invisible de Jacques Darras. Donc je ne lirai que de courts extraits, puisqu'on peut en trouver par ailleurs. Et j'ai beaucoup d'autres choses à lire. Plus que l'intrigue, ici, c'est l'espace et le temps qui donnent à cette histoire sa force et sa cohérence. Elle se déroule dans les différentes usines et les ateliers de Blaton. Mais surtout dans l'estaminet. Le rôle du cabaret dans l'unité du roman est assez clair. C'est à la fois le lieu de l'intime, c'est là que vit la famille de Julie, et c'est aussi le lieu du public, donc un lieu de rencontre, de rupture, d'échange, des échanges d'idées aussi. Sa signification est un peu comparable à celle des salons au XIXe siècle. Déjà, ça m'a fait penser aussi un peu à l'écluse dans Siménon. Son importance apparaît dès le premier chapitre, puisque ce chapitre-là a pour titre Julie Estaminet. C'était l'enseigne de l'estaminet. On y voit passer le temps de la vie quotidienne,
le calendrier d'une année avec les titres des chapitres que je vous donne. La nuit des rois, les carnavals et le printemps, le 1er mai, l'Assassion, etc. Mais aussi le temps de l'histoire de la région, au syndiqué, le suffrage universel, le roi est mort, la guerre 14, etc. Et c'est aussi l'histoire quand même d'une vie, celle de Julie et de sa famille. Voici quelques personnages. Julie, qui est la veuve de Gustave, qui était un carbonnier, un mineur, qui a été tué au feu. Les deux enfants, Juliette et Jules, dont on parlera tout à l'heure, le fermier voisin, Eugène, et son fils Ziré, qui va devenir l'amoureux de Juliette. Pour essayer de survivre, Juliette, la mère, a loué un petit cabaret à la semaine et a un brasseur qui fournit la bière. C'était la coutume. La fille, Juliette, a 15 ans. Elle travaille 12 heures par jour à la lainière. C'est une usine de lavage de laine de Blaton. Jules est encore trop jeune pour le monde, pour aller travailler. Même les quelques chapitres consacrés à la vie sentimentale mettent en lumière les conditions sociales et le pouvoir des riches. Un exemple. La jolie Juliette a un amoureux qu'on connaît, Ziré, mais voici que maintenant, voici Gaston, le fils du brasseur, le propriétaire donc, qui vient la voir de plus en plus souvent au cabaret. Et je cite, « Un jour, là donc aussi Gaston, bien habillé, guette blanc, sur ses souliers, faux col, et toi venu faire un tour, muni d'un petit bouquet de violettes, et lui demandant de lui promettre un petit pormenote pendant les fêtes. Juliette ne promet rien, par politesse, elle accepte les violettes, mais elle les pose sur une table au fond du cabaret. Gaston, déçu, va raconter la chose à son père. Le brasseur, voyant l'affront fait à son fils, décide qu'il va augmenter la bière et le loyer. Il y a d'autres histoires comme celle-là, je peux me permettre d'en lire une. Heureusement, un autre brasseur, Mossier Isidore, un libéral celui-là, qui soutient les ouvriers, propose à Julie un nouveau cabaret. Et celui-ci va devenir encore plus lié à la vie sociale, parce que c'est la naissance des syndicats. Et même ce cabaret va s'appeler Au Syndiqué. À cette occasion, une lutte d'influence va se développer entre le nouveau brasseur libéral contre l'ancien qui est catholique. Même la Société de musique, sous ses influences, arrive à se diviser en deux groupes. Les Prussiens contre les Autrichiens. Les Prussiens, c'était les catholiques. Le fils de Julie, qui a 12 ou 13 ans, qui fait de la musique, doit choisir. Alors le petit Jules, qui d'aloi solfège, il s'avoignait à que société d'aller. Julie, ce moment, lui dit « C'est aux Autrichiens qu'il vous faut d'aller. Chez le musique Monsieur Isidore. Il nous a fait tant de bien. Il faut n'y être ingrat. » Et la vie de Blaton continue grâce au travail de tous et aux conquêtes sociales. Mais les conditions matérielles avec le XXe siècle commencent à s'améliorer. Et puis Juliette se marie, elle a un fils. Il partira même à la guerre 14. Julie vieillit. C'est la période longue et difficile de l'occupation. Le roman se termine peu après l'armistice. En fait, il y a peu de méchants dans cette histoire, très peu de méchants. C'est un hommage tonique à tous ces gens de Blaton. Donc c'était le premier sur la famille, l'histoire d'une famille. Maintenant, encore l'histoire d'une famille est très différente. C'est Mandin. Et ça va permettre d'apprécier la diversité des textes, même quand il s'agit de sujets à peu près semblables. On verra qu'ils sont très différents, en fait. Mais c'est encore l'histoire d'une famille, à la même période. Puisque Mandin, le roman de Pierre de Gricourt, je le montre, c'est un manuscrit, il est sous-titré 1850-1930. Ce sont des périodes voisines. 60 grandes pages, extrêmement serrées,
Je ne sais pas combien ça peut faire dans un roman classique. Et c'est dans le parler du Vimeux, mais qui trahit quelques influences amiénoises, parce que Jdeglic, comme on l'appelait, était de Wagnaru et d'Amiens. C'est un récit autobiographique, à la troisième personne, car le narrateur est censé recueillir les souvenirs, les confidences même, de son ami Pelou. Je dis bien censé parce qu'il y a une composition romanesque derrière la biographie. Oui, la biographie. Autobiographie et biographie. Donc, les souvenirs au sujet de sa grand-mère, Manda. D'ailleurs, il le dit dans l'avant-propos. Pelou, c'est quand il m'a amené à la maison de Calavouer Estéon et tout il a knacha. À me contrôler tout. Il m'a tout conté à Manda. Mais ce que je voudrais dire, chez Pelou, quand il sera torné sur les fonds qu'il ôta, il n'y a rien à faire. Il ne peut pas être d'atteindre les chemins. Il est tous les jours orphelin de Saint-Père sur ses champs. Puis comme c'est taillon, il s'atteint de tes points. Il avait un copain à 2 morcieux, je suis pas sûr. Donc nous sommes mis au courant dès le début, dès même avant le roman, de la situation douloureuse de cet enfant déchiré entre 2 familles. On pourrait dire le côté de Manya, le côté de la mère, et le côté de Mana, le côté du père. Elle était la mère du père de tout. Donc il reprend toute l'histoire de Mana, depuis son enfance très pauvre, très dure. Elle avait été mise au travail à l'âge de 6 ans, travail de serrurerie. Elle savait à peine lire, mais elle voulait réussir à tout prix. Elle avait une ambition démesurée. Peu après son mariage, elle a tenu avec son mari pendant quelques années le café de la gare dans un village de Vimeux. Je cite. Faut croire qu'à rapporte-toi quand même. Et de des chojus dans des grands verres à pied, puis des canards dans des pieds aussi pieds puis si épais, qu'il n'y avait point moyen d'infliger dedans le bout de Saint-Doué. Parce que, quelques années après, ils accatouaient un hôtel-restaurant à Tréport. Mais chez que je nettoie pas le chaud de Cassagne derrière, fallait vir chaud. 2 grandes salles pour plus de chiens couverts, puis des camps, camp peut-être, puis quoi, des éturies, puis tout ça. Tout haut, côte, avec chemin de fer, tournant du côté de Chuport. Enfin, allez toi chez le patron, qu'elle avait toujours rêvé d'être. Acheteur, allez toi une madame. Allez toi chupique mise avec les chemins. À l'allouer ces 2 enfants tout pérés chez Jean comme il faut. Des sons pour canter, danser, puis jouer du piano. Aux héros dit à l'interne qu'en avouait jamais per la piquère. Al sainte madame d'un élu. Donc c'est la réussite. Elle achète même une très grande maison dans son village natal. C'est là que Pelou passera ses vacances quand elle sera retirée de l'hôtellerie. Et aussi après les revers de fortune et les malheurs, car il y a eu des revers de fortune. Elle a fait des mauvais placements. L'emprunt russe de 3% perpétuel, avec l'inflation, chez tout la misère perpétuelle. Ensuite, sa fille s'est mariée à un marchand riche, mais elle a été ruinée. Elle est partie de bonne à Paris. Et enfin, son fils, le père de Pelou, qui a mené une vie oisive et très désordonnée. Et puis, il a été tué dans une course automobile. Pelou avait alors 5 ans. Il est resté avec sa mère, sa mère chez ses grands-parents, ses parents maternels, donc côté de Maria. Il ne reste donc à Manda que son petit-fils. Et encore, ne vient-il que pendant les vacances. Dans cette deuxième partie du roman, le narrateur raconte les journées tristes dans la grande maison froide, avec cette grand-mère qui est très dure et qui lui répète qu'elle fait tout ça pour son bien, pour compenser l'éducation trop faible, trop chaleureuse qu'il reçoit de l'autre côté. En plus, Manda souffre beaucoup depuis la mort de son fils. Elle idéalise ce fils dans son souvenir. Elle en parle très souvent à Pelou.
surtout quand elle lui montre les belles mèches blondes qu'elle a gardées. Qui est vieux et fin chez toi est un père, puis gentil, puis prévenant. Quand je rentrais tout air crampe, il venait des Noël les abuchettes de mes bottines. Mais tu m'as pourfui. Quelle belle manière qu'on t'apprend de l'autre côté. T'as vraiment pas de gingembre. Je t'ai d'être mère et que tu tiens chaud. Alors Pélou, il restait d'un Saint-Chouin, abusé, à rêver un fromage d'un scotché. Il avouait apprendre à placher de ce bron, un risa, un mollet bébé, pour se moucher derrière. Une grande partie du récit est entrecoupée de réflexions cruelles comme celle-là, de scènes très dures, quelquefois macabres. Les affleurements du souvenir de l'enfant rendent sensible son trouble, son sentiment de dévalorisation aussi, de culpabilité. Il faudrait presque les mots d'un Mauriac ou d'un Hervé Bazin pour analyser la complexité des relations familiales autour de cette redoutable grand-mère. Lui, le narrateur, utilise un minimum de mots français dans ses petits paragraphes de commentaires. C'est que le Picard se prête peu à l'analyse psychologique. Mais Pélou grandit, et peu à peu, il prend un peu de distance avec la grand-mère, puis avec sa souffrance. Il dira même plus tard, et que dans le fond, il n'est fin glorieux de ce taillon. Je sais que m'en a, je n'ai trouvé point n'importe chèche. J'en finirai là avec ce livre. On a encore quelques ans. Encore une histoire de famille. Troisième histoire de famille. Sans doute plus surprenante encore. Il s'agit du roman d'André Thierry. J'en ai fait une photocopie parce que, vous savez, ces manuscrits ne sont pas très solides. Hein. Je vais quand même vous le montrer. Le voilà. Avec précaution. On déchaîne, excusez-moi pour la prononciation aussi, pour le parler d'Amiens, on déchaîne point de que elle-même rivière. Sous-titré Roman fleuve. C'est écriture hein, d'André Thierry. J'ignore si la rencontre de ces deux métaphores de la rivière sur le temps et l'écriture a été voulue. C'est probable, hein, parce que tout le texte est ponctué de références littéraires, historiques, de jeux de mots, de clins d'œil, si bien que certains appels à la complicité du lecteur m'ont peut-être échappé. Enfin, 200 pages, comme cela, c'est rien. Pour un roman picard, c'est vrai qu'on peut dire que c'est un roman fleuve. Et le moins qu'on puisse dire, d'ailleurs, c'est que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Puisque cette histoire nous emmène jusqu'au XVIIe siècle, avec des aventures assez extraordinaires, comme par exemple l'évasion du duc de Buckingham. Il y a quelques passages des Trois Mousquetaires, enfin, oui, qui auraient pu se passer dans cette maison-là. Tout d'abord, c'est le seul roman picard qui se passe dans une très grande ville. Grande ville. Amiens. Et même tout près d'ici. Je ne sais pas, je suis désorienté, je ne sais plus de quel côté. Dans une maison bourgeoise, en haut de la rue du Metz-l'Évêque. Pour chez Orzin, il faut vous dire que c'est la rue qui descend du chevet de la cathédrale à peu près jusqu'aux premières rivières, place Parmentier par exemple. Très important parce que les détails dans ce roman sont très importants. L'espace et le temps, on ne rit pas avec ça, hein, puisque c'est très précis. Nous allons voir d'ailleurs. Mais je ne vais pas vous faire le pari de donner en quelques minutes un aperçu de l'ensemble d'un texte aussi foisonnant. C'est pas possible. Je me contenterai de résumer quelques épisodes pour vous lire au moins 2 ou 3 extraits. C'est l'histoire de la famille Cantrel. Un nom, vous voyez, en particulier du dernier descendant, Philippe. L'auteur a d'ailleurs jugé utile de nous donner son arbre généalogique dès la première page. Ce Philippe est né en 1933. C'est un célibataire de 50 ans qui habite cette maison bourgeoise de la rue du Metz-l'Évêque.
C'est un esprit curieux, et il a décidé de retrouver l'origine de la fortune familiale. Très mystérieuse, cette fortune, car elle viendrait d'un ancêtre, qu'on appelle Schwerlampier, qui aurait fait de la contrebande avec l'Angleterre, et peut-être plus que de la contrebande. Par un petit canal secret joignant les caves, si vous représentez le plan, les caves de la rue Metz-l'Évêque avec les premiers canaux de la Somme de cave en cave, un petit canal souterrain. Je n'ai pas vérifié. Donc, Philippe explore les caves et il creuse les murs. Plus il descend, plus il remonte le temps et il découvre des signes dans les damiers des dallages. Il est plus dit qu'ailleurs, les damiers. Ça a toujours fasciné les gens, les damiers. Et il peut lire ces signes en étudiant la science des nombres, que je ne connais pas, ni d'autres sciences occultes. Il apprend ainsi qu'il peut trouver le moyen de se transporter dans le passé et dans le futur, grâce à un chronoscaphe. Je vous lis seulement un court passage qui peut vous montrer comment la langue picarde aborde ces questions délicates. Alors, parler d'un lien approximatif. Il avait d'abord compris que chez CAF, chez toi un chronoscaphe. Puis il avait compris qu'elle forche, qu'elle fait jouer marcher ce chronoscaphe, allait venir de la rencontre et chez coulant d'un souité, a vu chez coulant des ciels. Il avait compris aussi, eux aussi, pardon, et que chez toi et CAF, ils avaient été amollis pour ramasser, puis accumuler tout chez coulant l'eau, et puis que chez toi, je l'accumule l'eau, qui donnerait une force assez forte pour envoyer chacun varonner, soit d'un passage, soit d'un l'avenir. Puis il avait quoi comprendre que je varonnais, il devait des chaînes les plus profonds chez le CAF. Je renonce à en dire davantage parce que d'abord je redoute vos questions un peu techniques. Mais je vais résumer les passages suivants pour vous donner un peu le ton du roman. Pendant toutes ces années de recherche, Philippe, qui n'a rien fait d'autre, a négligé ses affaires. Il est ruiné, il décide d'échapper à ses dettes par une fuite dans le passé, grâce au chronoscaphe, justement. Il pourra d'ailleurs se faire passer pour son grand-grand-oncle Hilarion. Parce qu'Hilarion était parti en Amérique en 1850 et on ne l'a jamais revu. Alors il organise tout et il fait le saut de 100 ans dans le passé. Nous sommes donc en 1880. Voilà, c'est son arrière-grand-père Onulf qui l'accueille un soir de 6 janvier glacial. Bonsoir, mon père, je suis Hilarion. Onulf, il est tout aussitant étombé qu'il devait tout de même lui demander mais comment t'es donc venu? La Somme, elle est gelée, toujours à rivière. Ben, je suis venu à pied, comme un facteur cheval. Ah, prenez quoi. Philippe se rend compte qu'il sera difficile de parler dans un siècle qui n'est pas le sien. Pourtant, quelques jours après, tous les notables d'Amiens sont invités à un grand dîner, toujours dans la belle maison de la rue du Metz-l'Évêque. Hilarion, Philippe, maintenant je suis obligé de les mettre ensemble, puisque l'un a remplacé l'autre. Hilarion, Philippe demande, mais chez qui chez Barbu là-bas? Bah, chez Jules Verne. Ah ouais. Eh bien, il ne ressemble pas grand à un mot humain. Il faut dire, Exus tombe à la Madeleine, il est roué plutôt le brogne à Victor Hugo. Deuxième quoi. Philippe Hilarion est pour cause et le seul à connaître la tombe de Jules Verne. Et nous ne sommes qu'à la page 58 du roman. L'auteur utilise cette situation pour imaginer d'autres scènes cocasses, mais surtout par la voix d'Hilarion Philippe, pour nous parler de manière très détaillée et très, très savante de la ville d'Amiens à la fin du XIXe siècle. On sent qu'il éprouve beaucoup de plaisir en écrivant, comme si c'était l'accomplissement
d'un désir de revivre dans le passé, un fantasme d'historien en fait. Il le laisse d'ailleurs entendre dans le chapitre suivant, qui est consacré plus particulièrement à l'histoire du Philippe actuel, contemporain d'ailleurs de l'auteur, et qui ressemble peut-être un peu à l'auteur. Et il raconte la vie d'un enfant solitaire, rêveur, qui aime s'évader dans le passé, lui aussi. Mais il raconte aussi des souvenirs de toutes ces années-là. En particulier, pour ne donner qu'un détail, la rencontre en 1943 d'un de ses rares camarades, parce qu'il ne sortait jamais, c'est la guerre qui lui a permis de sortir, Schnazu des rues d'Ingoulevin. Il lui fait découvrir le quartier Saint-Leu. On y écoutait Radio Longue, sur des postes à galène. Il y a d'ailleurs une recette sur comment on fabrique exactement un poste à galène. Le long des petits canaux qui prennent un caractère presque mythique dans le roman, forcément toujours la rivière, le roman fleuve. Voilà, je vais en rester là parce que vous savez, un soir ne me suffirait pas. J'en ai fini avec les romans qui racontent l'histoire d'une famille. Maintenant, nous avons abordé un peu le roman plus naïf et champêtre, avec Marius de Vime. Marius de Vime, un autre de Vime, qui est de Seineville, près de Saint-Valery-sur-Somme. Mais de Vime, c'est un nom très répandu par là, ça pourrait presque être un pseudonyme pour les gens du Vime. C'est un auteur autodidacte, déjà connu des anthologies, j'ai retrouvé plusieurs fois dans les anthologies, et surtout grâce à de nombreux écrits dans lesquels on voit apparaître sa connaissance exceptionnelle de la nature, de la vie de la campagne, du monde rural. On voit apparaître aussi dans les romans. J'ai donc ici deux textes de lui. Je dirais donc que quelques mots du premier, c'est Chudroïkma, qui est un peu plus connu, et qui est paru sous forme de feuilleton dans Ch'ti Picard, une petite revue. Mais il est paru en 1882. Mais la publication a été interrompue. Je n'ai donc pas moi-même la fin du texte. Si quelqu'un a la fin du texte, il pourra me la raconter à la fin de la séance. Je vous lis d'abord quelques lignes de la préface de Jacques Guignet pour ce roman dont on n'a pas la fin. Le Vimeux pourra s'enorgueillir d'avoir fourni à la littérature picarde son premier roman édité. Quelques manuscrits existants de romans ou de nouvelles, un peu longues, dorment encore dans les bibliothèques. Avec Chudroïkma, Marius de Vime est dans le droit fil du théâtre populaire et du feuilleton populaire. Ces personnages sont tous d'une pièce. Ils expriment des sentiments simples et forts, l'amour, la colère, la fidélité, le chagrin, l'espoir. C'est à ce titre que l'on peut parler de roman naïf dans le bon sens du mot, c'est-à-dire sans artifice, sans souci d'école, une œuvre fondée essentiellement sur le souvenir d'un monde disparu, ayant ses valeurs, ses problèmes, ses tabous. Je vous donne quand même un très très court résumé du texte. Cette partie du roman que nous connaissons est surtout l'histoire d'Yvette, la fille du châtelain de Frescourt, qui est sans doute de Bouillancourt, peut-être un jeu de mots Frescourt-Bouillancourt, c'est possible avec l'esprit malicieux de Marius. Puis, par la suite, c'est le récit de son idylle avec son ami d'enfance un peu plus âgé qu'elle, sur un fond de promenade de découverte de la flore, de la faune, de l'histoire locale. Le caractère nettement didactique de ces quelques chapitres rappelle un peu le ton, enfin ça me l'a rappelé tout au moins, du célèbre Tour de France par deux enfants. Je vais passer tout de suite quand même au roman qui est plus lent. C'est Schkeid, toujours de Marius de Vime. Je vais en parler un peu moins rapidement, celui-là. Très différent du premier. L'action se déroule toujours dans le Vimeux, bien sûr, mais après la guerre 14. Elle nous emmène cette fois jusqu'aux Canaries. Donc on ne reste pas dans le Vimeux, ce qui est très rare. Il dit même ses intentions dans une préface que je vais vous en lire la moitié. Il
prévient d'ailleurs que son texte est difficile à lire parce qu'il était presque aveugle. J'étais amené à écrire ce recueil relatif à des faits concrets vus et rencontrés au cours de ma vie à propos d'enfants révoltés, pour diverses raisons, propres à eux-mêmes. Avec Schcaïd, j'ai voulu démontrer que bien souvent, il y a des causes qu'il est facile de trouver dans l'entourage de l'enfant et de pouvoir ainsi y remédier. En lisant ces lignes, il vous sera facile de voir et de comprendre que par la douceur et la compréhension, on peut remettre le ou les révoltés dans le droit chemin. Certes, il y a et il y aura toujours des indomptables, mais les cas sont assez rares. C'est qu'on aurait besoin de dire que... Bref, il nous annonce un traité de pédagogie, mais sous forme de roman. C'est un peu l'Émile de Marius. Mais c'est l'histoire de Victor Galoche, qu'on a appelé Schcaïd. Sa mère a été veuve très jeune, elle l'a élevé seule, avec beaucoup de difficultés, surtout quand il est devenu drôle. Voici son portrait. Chez toi, un enfant bien qu'irpinta, on peut même dire un colosse. Un puce, il est doué doigt d'un intelligence supérieure à la moyenne. Premier du canton, je vous dis. Mais il avouait un caractère indépendant. Toujours d'un chez camp, puis d'un chez beau à faire de travers. J'ai trouvé comment cet enfant difficile devient un adolescent chapardeur, violent, qui se fait justice à coups de poing. Enfin, il est finalement placé dans une maison de redressement. Et il s'évade. Il vient quand même rassurer sa mère, parce qu'il aime beaucoup sa mère. Et puis c'est une longue cavale. On le retrouve docker à Dieppe, cuisinier sur un cargo bananier, homme à tout faire dans un restaurant des Canaries. 2 années assez dures, mais riches d'expérience quand même, et surtout de rencontres. Quelques-uns de ses employeurs ont apprécié sa franchise, son courage, son intelligence aussi, et ils l'ont aidé. Et quand il peut enfin revenir chez sa mère, il ne trouve pas de travail. Il en a trouvé au loin, mais pas dans son pays. Il a mauvaise réputation. Il fait alors longuement le point sur sa situation, son passé, son avenir. Et c'est dans un chapitre intitulé « Méditation, examen de conscience » qui rappelle curieusement d'ailleurs la tempête sous un crâne de Jean Valjean. Là, Schcaïd exprime de manière naïve, avec les mots de sa langue picable, une sorte de profession de foi qu'on pourrait croire inspirée de Rousseau. Je vous en lis quelques lignes. J'ai trouvé chou bête noire en un village. Quoi que je les avoué fouet. Pas grand-chose. J'ai roué ta mette et sous soutaine et nous tuera. Et roué peut-être qu'en j'ai les opinions. Mais, mi, jamais ida. Surtout sur les tout-puissants. Mi avec la nature, j'ai trouvé la paix. Toucher mouilleux, puis chez bêtes sauvages. Ils sont libres d'aller manger. Ils sont heureux quand chez eux on nous invite des points. Là-dessus, Victor en conclut naturellement qu'il va se faire braconner. Un braconnier, défenseur de la nature, contre les riches, qui gaspillent et tuent pour leur plaisir. C'est là Marius de Vime se plaît à nous décrire la vie de Victor dans la nature. C'est un véritable guide pratique du parfait braconnier. Mais une fois encore, Schcaïd retrouve les heures un peu palpitantes de la transgression, de la clandestinité. Et qu'importe, il déjoue les pièges des gardes-chasse, un peu comme Raboyau de Genevois, vous savez. Une nuit, poursuivi par les fédéraux qui le traquent, il trouve refuge chez Mariette, c'est une jeune fermière. Elle le cache en attendant des temps meilleurs. Et quelques jours plus tard, grâce à sa force et à son astuce, il arrive juste à temps pour sauver Mariette qui a été renversée par un taureau. Cette fois, Schcaïd, c'est plus qu'un dur au corps tendre, hein, c'est Zorro. Et je me demande si notre auteur, très malicieux, avait choisi cette image symbolique et même mythologique
de cet épisode de la jeune fille au taureau. Enfin, cette scène marque un tournant dans la vie de Shkai. Et dans le roman, qui devient une idylle, un peu comme un roman de George Sand. Victor a renoncé au braconnage, il travaille à la ferme, où il se rend indispensable, et finalement, il se marie avec la jeune fermière, il l'avait sauvée. Pour l'auteur, ce n'est pas le roman du bonheur, c'est plutôt le roman d'un malheur surmonté. Et ceci grâce à l'aide efficace des quelques amis qui ont jalonné son chemin, la dernière étant cette jeune fermière, et qui ont découvert les qualités réelles de l'ancien révolté. CQFD, pourrait conclure Marius de Vime, puisqu'il nous avait annoncé une démonstration dans son avant-propos. Voilà, c'est fini avec le roman naïf de Marius de Vime. J'arrive maintenant à la dernière partie de cet exposé, les difficultés du genre romanesque picard. Pourquoi tant de romanciers français et si peu de romanciers picards? D'abord, bien sûr, malheureusement, je n'ai pas pu m'entretenir avec les auteurs dont je viens de parler, sauf avec Léopold. M'entretenir de leurs difficultés, de leur plaisir aussi d'écrire un roman. Donc je ne pourrais faire part ici que de ma propre expérience d'écriture. Je vais reprendre les questions générales, puis j'en arriverai aux exemples. Alors la question de l'écriture elle-même. On a déjà constaté dans ces textes, et aussi dans le cadre de ces conférences, que le Picard avait peu de vocabulaire abstrait, et peu d'outils d'analyse. Or, dans un roman, l'auteur donne parfois des explications générales. Il fait le point. On peut le voir dans beaucoup de romans français. Je vais vous en donner un exemple. Je vais vous lire quelques lignes, 4 ou 5, de l'éducation sentimentale de Flaubert. Là, il s'agit de Frédéric, le héros, qui a essayé d'oublier un amour sans espoir, pour Madame Armand. Voilà le texte français. Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues. Il revint. Il fréquenta le monde et il eut d'autres amours encore. Mais le souvenir continuel du premier les lui rendait insipides. Et puis la véhémence du désir, la fleur même de la sensation était perdue. Ses ambitions d'esprit avaient également diminué. Des années passèrent, et il supportait le désœuvrement de son intelligence et l'inertie de son cœur. Bon, bien sûr, c'est Flaubert. Mais tout de même, comment exprimer la même chose en Picard, et des choses semblables, en Picard avec cette force, et surtout, cette économie. Il ne s'agit pas de reprendre chaque mot, pour comparer les deux langues. Je ne retiens, pour un exemple de tout à l'heure, que la véhémence du désir. On prendra cet exemple-là. On verra comment on se débrouille en Picard avec ça. Il faut dire que dans les romans que j'ai présentés, nous rencontrons rarement des personnages tels que Frédéric. On n'imagine pas Frédéric parlant en Picard. Enfin, moi, je ne l'imagine pas. Il est vrai que dans un des textes, les grands bourgeois d'Amiens parlaient Picard avec Jules Verne. Mais c'est de la science-fiction. En général, le Picard nous conduit naturellement vers des personnages plus simples, plus proches de nous. Pour les étrangers, ou les monsieurs, ou les madames, nous employons leur langue, ou bien nous employons d'autres moyens, nous verrons bien. Je vais donc revenir, comme je le disais, à mon expérience personnelle. Je vais prendre quelques exemples dans Schlottokar de Bourquet-II. Le voici d'ailleurs. C'est un roman de 120 pages, je le présente quand même, puisque
Olivier m'a dit de présenter. Un roman de 120 pages avec une présentation de Jean-Luc Vigneux, donc, édité par Schlanchefond. On en avait parlé un peu tout à l'heure. Tout d'abord, je m'étais donné une sorte de défi, celui d'écrire un roman dans lequel ce qui fait progresser l'action, ce n'est pas la passion, le pouvoir, ni les événements extérieurs ou familiaux, la chance, la malchance, mais c'est plutôt la personnalité du héros, ses désirs, ses échecs, ses audaces. Donc il s'agit d'un roman des aventures imaginaires, mais discrètes, d'un Picard bien tranquille nommé Piochu. Piochu, déjà. Et pour ce récit, j'ai choisi la solution du narrateur. Il est tantôt témoin de l'action, tantôt confident. Il rapporte ce que Piochu, ce Vimeusien pudique, n'osait pas dire. Il n'oserait pas dire. D'autre part, ce narrateur peut reprendre un Picard ce que d'autres personnages disent en français ou en étranger. En anglais, il y a de l'anglais dedans, donc il peut redire en français ce qu'on dit en anglais. Il parle aussi à la première personne, sur le ton familier de la conversation. Non comme le narrateur objectif, vous savez, omniscient, omniprésent, qui sait tout, qui voit tout. Ce serait plus difficile en Picard. Donc voici la situation de départ. Nous sommes devant la gare d'Abbeville, une fin d'après-midi de juin. Le narrateur emmène son camarade Piochu dans sa famille, à Bugny-les-Gamaches, afin de réviser l'oral du bac. C'est la première fois que Piochu prend l'autocar du Bourquet-2, c'est-à-dire vers le Vigneux industriel. Le Bourquet-2, c'est Olpe-Nival. Le vieux véhicule d'avant-guerre est bondé, c'est le jour de marché. L'intrigue maintenant. Là aussi, je me suis donné une sorte de défi, comme pour renforcer le caractère régional de l'histoire. L'intrigue est liée à la langue picarde elle-même. Bon, je n'ai pas le temps de vous lire le passage où se noue l'intrigue avec le picard, je vais vous la résumer. Le narrateur fait remarquer à son camarade Piochu que tous ces passagers de l'autocar ont une prononciation légèrement différente en fonction du village où ils habitent. Par exemple, certains disent femme, d'autres pour une femme, d'autres disent femme et d'autres disent feu. Et il dit qu'il est capable de deviner où vont descendre tous ces gens en les écoutant parler. Comment tu parais qu'il dit à Piochu? Bon, Piochu dit c'est un jeu comme un autre, hein, pour passer le temps. Et le car se met en marche lentement. Ça, c'est le texte que je n'ai pas le temps de lire. Et le voyage aurait pu se dérouler sans surprise s'il n'y avait eu dans le jeu une sorte d'anomalie. Quant aux enlieux des passages au Croix-qui-Corne, c'est un lieu-dit un peu avant Moyenneville, V'là nos chauffeurs qui l'annoncent. Moyenneville, Moyenne-Gin, grand pot-au-feu, rien de dingue. Fille à mérier, rien à le bailler qu'à la criante que de voix des chevons d'escar. Des ch'coulots vaut tout le monde qui s'écape à rire. Non, pas tout le monde. Vous avez mermercha quelqu'un qui n'a pas l'air déjà. Un jeune femme ou un jeune fille peut-être, assis juste derrière le chauffeur. À l'arbeille à longtemps par escarieux, au belle plage de Moyenneville, avec les ringis tilleux, au pied d'école, puis je vieux clocher tout un pierre à mi-temps berzilla par la gère. Puis quand à ça retourna, au personne l'autre, il nous a même s'en a, qu'elle a vu comme un pieu de l'herbe dans ses yeux. Je croyais bien qu'elle a loué des chaînes à Moyenneville, que j'ai dit tout beau à Piochu. Elle perd comme chez Gendichi. Je l'avais entendu dire quelques mots avec les oreilles. Semaine ou deux, Piochu, l'un pilote, on était un peu hardi assez pour y adresser la parole, vu qu'il y avait du monde. Et Toussaint, le chauffeur, il jouait des remettre en route. On voyait bien de quel déchet qu'il a dit Piochu. Piochu était donc impatient de savoir. Le narrateur se demande si son camarade s'intéresse à cette belle passagère pour des raisons purement linguistiques. Il en doute parce qu'il est étonné car Piochu est un garçon timide et surtout passionné par ses études. Donc le choix de ce personnage de Piochu.
En plus de son identité romanesque particulière, il représente un peu tous ces jeunes encore rares du Vimevert qui, à l'époque, ont quitté l'intimité de la petite ferme familiale pour être internes dans les lycées. Et à ce moment-là, les lycées n'étaient pas mixtes. Si bien que Piocciu est coupé des jeunes de son village, de la vie sociale. À 18 ans, il connaît mieux l'autre sexe par les œuvres littéraires que dans la vie. Les femmes représentent pour lui un monde un peu lointain. D'où l'importance du voyage et de l'autocar, qui prend une valeur un peu initiatique, puisque chacun sait que le voyage, c'est toujours une accumulation d'expériences, même sur le mode d'aventure dérisoire. Donc c'est un peu comme les Staminets de Julie, c'est un lieu clos, mais qui favorise les rencontres géographiques et sociales. Et ici, l'autocar garde son caractère local plus que le tram, on y parle picard. Donc une facilité pour le romancier picard. Et toutes les indications générales sur les circonstances de l'action nous sont données par le narrateur, qui est là, présent dans le cadre, et grâce aux détails qu'il observe, et qui prendront d'ailleurs de l'importance dans la suite du récit. Par exemple, les plaisanteries de ceux des vimeux côtiers rendent Piocciu encore plus timide vis-à-vis de la demoiselle. Et il y a aussi ce qu'on voit par les vitres, car le car, gros avantage, c'est un lieu clos mais qui se déplace. On voit les foins qui rappellent la saison, les vacances proches, donc du temps pour l'aventure. Il y a les activités des villageois qui avancent avec l'heure, et l'heure qui tourne, et cette jeune fille qui ne s'arrête toujours pas. À Bugny, justement, nos deux compères descendent du car qui emporte la jeune passagère. Elle commence et à peine à dévoiler son secret. Alors très vite, Piocciu regrette d'être descendu. Trop tard. On ne voit plus de l'autocar que le nuage de fumée bleue. Vous savez, la fumée bleue des vieux moteurs d'avant la guerre. Peut-être d'après aussi. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Si Piocciu, d'un coup de tête, comme en parfois les timides, n'avait décidé de poursuivre le car avec le vélo de son camarade. Mais à l'arrêt suivant, il ne verra encore que le petit nuage de fumée bleue. Pion nuage et de feu mableuse, quel rappel constant de la vanité de son projet, de son inexpérience, de ses illusions d'adolescent. L'image remplace le texte, car il y aura beaucoup de péripéties que je vous épargne. Jusqu'au moment où la route s'arrête à Aulp, elle est coupée par la falaise qui s'ébouille, et c'est la nuit, il est seul, il n'a pas d'argent, il n'en a pas pris partant. Il passe la nuit dans un blocos du mur de l'Atlantique, d'où l'après-guerre, etc. Il fait le point, un retour en arrière, et peut-être, pour se prouver quelque chose, il décide de poursuivre cette aventure qu'il juge lui-même avec une humour un peu folle. Mais il veut retrouver la passagère de l'autocar. Bon, je ne vais pas attendre de résumer tout le roman. Je vais donner un dernier exemple qui montre les contraintes de la langue dans le roman Picard. Les contraintes qui ajoutent au plaisir d'écrire, bien sûr. Piocciu, cette fois, part en Angleterre, à la recherche d'un amour de jeunesse. C'était une jeune Anglaise au père dans une famille d'Abbeville, et qui est repartie brutalement, sans explication, 30 ans plus tôt. Cette fois, les événements ne sont pas présentés de manière linéaire. Ceci pour intégrer dans le récit les allers et retours du souvenir et aussi pour éviter des longues explications. Toujours en détente en Picard. Par exemple, pendant la traversée de la Manche, qui dure 1h30, ce qui fait, en temps réel, ce qui fait 20 pages dans le roman, Piocciu revit par la pensée le bel été de ses 20 ans avec Barbara, il s'appelait Barbara. Et une fois sur le sol anglais, quand Piocciu se demande s'il va reconnaître Barbara, il se rend compte que dans sa mémoire, les traits de la jeune fille sont devenus flous, mais qui est resté très vif par contre, le souvenir de
véhémence de son désir, pour reprendre les mots de Flaubert. Le narrateur, lui, en Picard, nous dit « Il avait fini par oublier ce figure à Barbara. Il ne revoyait qu'une belle fille rousse qu'elle cotronouait sous chutement de planche de Tchéo. » Donc en Picard, le recours à l'image. Les retrouvailles avec Barbara ne seront pas simples. Je vous le dis maintenant, c'est la seule chose que j'aurais le temps de vous dire. Le roman se termine par une sorte de jeu. On pourrait presque dire un canular, parce que les gens de mon pays aimaient bien faire des canulars. Pendant le Vieux, c'était très court. Après le voyage en Angleterre, Piochu rencontre le narrateur. Ce dernier, grâce à un stratagème, fait croire à son camarade qu'il pourrait être mêlé à un fait divers criminel. Et que ce serait même amusant qu'il soit le personnage d'une histoire policière, tout comme il est le personnage de ses propres aventures sentimentales. Alors pourquoi ne pas l'écrire, cette histoire de l'autocar, son histoire? Et pourquoi l'écrire, répond Piochu. Puis comment l'écrire? C'est le jeu du narrateur et de son personnage. Et pourquoi ne pas l'écrire? Pourquoi ne pas l'écrire? Ce roman Picard, c'est presque la question de ce soir. Le roman commence donc et finit par un jeu. Et on sait bien que c'est très sérieux le jeu. Hein. Les enfants nous le disent. Dans l'écriture, nous jouons sans cesse avec le réel et avec la fiction, avec le texte et avec le lecteur. Donc, cette référence un peu tardive au lecteur, je ne donne plus d'exemples dans Autocar, on va reprendre, rassembler un peu. Cette référence un peu tardive au lecteur me permet quand même d'en finir avec les contraintes de la langue dans le roman Picard. Ce sont des contraintes qui ont d'ailleurs leur aspect positif. Hein. D'abord, elles obligent à retravailler une langue picarde spécifique et elles ajoutent aussi au plaisir d'écrire. Et le lecteur lui-même est invité à rentrer dans le jeu du texte avec l'allusion, l'image, la métonymie, la métaphore et toutes les autres figures de style. Donc, avec l'écriture, j'arrête pour le moment. Maintenant, le sujet du roman, enfin le type de roman, est-ce que ça a une importance dans notre question d'aujourd'hui? Est-ce que c'est une difficulté? Nous avons constaté, dans plusieurs textes, que les auteurs restaient très proches des mémoires, des biographies, et même dans les textes plus romanesques, ils valorisent beaucoup l'aspect documentaire. Est-ce que c'est une méfiance pour la fiction? Vous en parlez tout à l'heure à propos des Picards, mais en langue picarde. Est-ce que c'est la préférence pour ce qui est vrai? C'est possible. J'ai entendu souvent des conteurs picards qui insistaient sur ce point. Attention, hein, ce que je vous dis là est certifié véritable, hein, c'est du vécu. Hein. Donc, c'est une valeur. Maintenant, en ce qui concerne la construction, la présentation des romans, les textes en général ne dépassent guère 100 pages. 2 seulement dépassent 200 pages, 23 dépassent 200 pages. Les auteurs sont-ils découragés par les contraintes dont j'ai parlé, ou bien est-ce à cause des sujets choisis? Je ne sais pas si c'est la longueur qui les décourage, ou bien veulent-ils ménager les efforts des lecteurs? C'est possible, car comme pour s'excuser d'écrire en picard, ils font souvent précéder leur texte d'un avant-propos, où ils se justifient, ils donnent quelques explications qui peuvent faciliter la lecture. Et c'est aussi dans ce but, probablement, que presque tous ont découpé leur texte en courts chapitres. Et même souvent, ils ont donné des titres aux chapitres. Et des titres quelquefois explicatifs. Donc, comme on voit, le lecteur est déjà pris en compte. Voyons son avis maintenant au lecteur. Tout d'abord, comme je viens de me le demander à moi-même pour les auteurs, les lecteurs préfèrent peut-être les témoignages en picard, les récits vécus. Certains de mes propres lecteurs, parce que j'ai fait une petite enquête, n'ont pas cru l'histoire de Piochu. Ils n'ont pas cru mais certains n'ont pas cru, et certains n'ont pas cru que c'était une fiction.
Et c'est même les plus nombreux qui n'ont pas cru que c'était une fiction. Certains ont même été déçus d'apprendre que c'était seulement vraisemblable. Donc il y a un rejet de la fiction. Par ailleurs, concernant l'effort que constitue la lecture d'un roman Picard, bien sûr, je ne répète pas à chaque fois le mot Picard, j'en ai interrogé d'autres, vous savez, l'échantillon représentatif. Et toujours à propos de Schlottokar, forcément. Peu de difficultés chez les gens du Vimeux, Pontieux. En général, peu de difficultés chez ceux d'une autre région, mais qui ont une très grande habitude de lire des romans français. Ceux qui peinent le plus, ce sont les lecteurs d'une autre zone du domaine linguistique picard, ce qui s'attendent à trouver une chose facile, mais ce n'est pas leur picard à eux. Par exemple, la région de Valenciennes. Ils disent que le déchiffrement étant assez laborieux, ils perdent de vue les éléments passés du récit et qui sont indispensables pour comprendre la suite, ou l'action qui va se dérouler. La lecture, à leur avis, perd donc de son dynamisme et de son intérêt. En somme, la diversité des parlers picards décourage un peu les lecteurs, mais on le savait déjà. C'est moins vrai pour les souvenirs ou les textes documentaires. J'en ai interrogé quelques-uns, peut-être parce qu'il y a moins de nœuds d'action et c'est peut-être plus facile à retrouver le fil. En conséquence, le nombre de lecteurs potentiels est lié aussi sans doute à l'édition du roman Picard. Donc les difficultés liées à l'édition. Ce n'est pas nouveau, hein. Georges Sand, pour ses romans champêtres, regrettait déjà de ne pouvoir les écrire en Perlet-Berrichon, car elle n'aurait pas eu assez de lecteurs. Et l'édition n'aurait pas été possible. Et à l'époque, pourtant, les tirages moyens ne dépassaient pas 2000 exemplaires, pour des romans français. Je ne parle pas de Zola qui a atteint très vite 50 000 exemplaires. Donc cette difficulté est liée au nombre de lecteurs, c'est évident. Comme on a pu le voir, seuls 3 romans sur 8 que j'ai cités ce soir ont été édités. Je me suis intéressé aux autres supports, tels que les feuilles d'annonces, almanachs, bulletins divers, revues d'associations, journaux locaux, radios. Ils favorisent nécessairement des textes plus courts, parce qu'on peut les diffuser et les lire en une seule fois. Les contes, les souvenirs, les poèmes. Reste le feuilleton. C'est vrai que le feuilleton a beaucoup aidé des auteurs autrefois de romans. Je ne connais qu'un exemple significatif, puisque c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, Schudroekman, mais le Ch'ti Picard a disparu en cours de publication. Voilà, ce constat peut sans doute décourager les écrivains picards, mais on ne peut quand même pas parler de disparition du roman Picard, puisque tout à l'heure je dis qu'ils avaient été publiés depuis 70. Parce que si on fait rapidement le point, je reprends un texte de René Debry qui écrivait en 77 dans son Panorama des lettres picardes. Je vous cite quelques lignes qu'il a écrites. En prose, le souffle reste, il avait parlé de tous les autres genres. En prose, le souffle reste court. On ne va guère au-delà du conte. Est-ce un phénomène propre à toute littérature dialectale de ne point s'engager dans la voie royale du roman, comme le réalise si bien la littérature française depuis un siècle et demi? Cela n'est pas assuré. La littérature normande vient de produire il y a quelques années un chef-d'œuvre avec le roman Zaret d'André Louis. Je n'ai pas exploré les autres régions, ça aurait fait trop ce soir. En tout cas, en ce qui nous concerne, depuis 1979, la situation a un peu évolué. Jacques Landrecy, en 1999, en comptait 5 tentatives, et voici que ce soir, j'en ai compté 8, et maintenant, la naissance d'un neuvième nous est annoncée. C'est le roman qui n'est pas fini, hein, moi je n'ai pas tout, de Michel Descatoires, qui est de Rieulay, dans le Nord. Il m'en manquait un du Nord, je l'ai. Et de Michel Descatoires, c'est un roman autobiographique par une femme, le premier qui soit écrit par une femme. Je n'ai pas la fin, donc je n'en dis que quelques mots. C'est
Maïté, qui est le personnage principal, qui raconte son enfance très dure, sa mère qui est morte, le père marié, etc., dans une langue très riche, proche du Rocher de Valenciennes, une langue assez rapide et assez élaborée, malgré le ton familier qui alterne un peu la distance et la sensibilité. D'ailleurs, je crois qu'on ne peut pas raisonner, on va faire un compte rendu d'un roman assez rapidement. Je vous en lis péniblement quelques lignes pour avoir que vous ayez quelque chose pour repartir. Maïté, cette main d'eau, ah oui, je donne une explication quand même, parce que l'enfant Maïté avait déjà écrit à son adolescence son journal intime. Et c'est de ce journal intime qu'elle parle. Il est possible, c'est une hypothèse, que le roman soit une survivance ou une résurgence du journal intime. Maïté Sedmando, c'est de son adolescence, hein. Maïté Sedmando choupiavo bien plus le cangé d'un snalètre. S'attire comme chat, plus qu'un Nintendo, chez feuille traînée, chez Zartouk-Touké, chez Tachemont malin, qu'à la crincher, à noirchir et le blanc des pages du calepin, qu'elle traîneau tout dit avec elle. Il est au bien muché, sa calepin. À la ronté capable d'estoquer ce qu'il l'a rouvert. Jusqu'à là, chez toi, une espèce de guernier, jusqu'à l'intasseau, des guerdoules, t'as le rouleau au bout d'un tuyau moment. Quand elle a clenché à un fournac qui est tout et out, il a bien fallu ragrandir ce guernier. Elle a accaté un cahier de chapache. Voilà donc ce dernier roman dont je parlerai ce soir. Je ne vais pas conclure sur une note optimiste ou pessimiste. Je vous ai simplement dit qu'il y avait quelques perspectives d'avenir. Mais en tout cas, après avoir lu les quelques romans picards dont je viens de parler, j'ai cru deviner que leurs auteurs avaient pris beaucoup de plaisir à les écrire. On sent une certaine jubilation. Et pourtant, il y a sans doute bien des conteurs ou des poètes picards qui hésitent à écrire des romans. Alors, pour reprendre la conclusion de René Debry, qui lançait un espoir, Julien Gracq pourrait leur dire qu'il est une sorte de musique intérieure, impossible à faire entendre autrement que dans les déroulements d'un long récit. Et qu'il existe de bons romans qui nous présentent un monde non pas transfiguré, mais repassionné. Voilà. S'il y a des questions, il faut les poser maintenant. Oui, je ne peux pas beaucoup répondre. Sur le contenu des œuvres, oui, je les ai lues. Moi, je trouve quelque chose sur le manque, en fait, de roman picard. Est-ce que ce ne serait pas dû au fait que le picard soit une langue surtout parlée par les gens du peuple, plutôt que par les érudits? Oui. Il n'y a bien que maintenant que les érudits s'y intéressent. Est-ce que ce ne serait pas une explication? Oui, il y a les romans champêtres qui vont intervenir des gens saints. Comment? Édouard David, oui. Ça va, n'était pas oui. une expression populaire, mais ça va. Oui, parce que dans le théâtre, par exemple. Ah non, mais il était notaire, alors. Oui. Notable quand même. Tout à fait, tout à fait, mais oui. je suis peut-être une exception. Comme un armère. Bon, il n'a pas écrit de roman. Non. Non, bon, mais il y a. C'est sûr que. Je n'ai pas percé le mystère, hein, mais. Disons, il y a des explications entremêlées. Hein, comme souvent. Les choses sont jamais simples. Enfin, le nombre de lecteurs potentiels intervient sans doute.
Il y a des textes longs en picard qui ne sont pas des romans. Ah oui, Hein, il y a- j'ai été obligé de les éliminer. Hein. Ah oui, non, mais tu n'en as pas parlé à juste titre, mais il y a des pièces de théâtre qui sont très longues, Oui. il y a des bandes dessinées, il y a des textes issus de traduction, je pense à l'évangile de Saint Matthieu, d'Edouard Paris, qui était un érudit. Il y a des textes longs qui ne sont pas des romans, donc c'est pas forcément la longueur qui décourage l'auteur, c'est la forme du roman, à mon avis. Et je pensais que tu aurais fait une petite aparté sur la nouvelle. Qui est... Bah oui, mais tu vois, Oui, je croyais, non, mais ça sera pour un- quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'avais 5 romans. J'en avais 9 à l'arrivée. Alors, bon, Mais disons que ça pourrait être c'est un peu le mi-chemin, Oui. la nouvelle. oui, mais je me suis dit, Et donc, je laisse du travail pour d'autres. tu vois. non, mais c'est bien. Mais c'est agréable aussi de savoir que Michel Descatoires se lance dans le roman. Oui, oui. Elle fait surtout de la poésie, puis d'ailleurs on sent quand certains, bon peut-être pas dans le passage que j'ai lu tellement, mais dans d'autres passages on sent. Ce que je veux faire ressentir, c'est qu'en fait, comme je pense qu'elle a essayé de le démontrer, c'est pas l'écriture longue qui rebute, c'est la forme, le roman, la fiction, le passage entre le réel, la fiction, se confronter à l'écriture, la pièce de théâtre, c'est du dialogue, le roman, il y en a, mais c'est pas forcément beaucoup ça. La BD, c'est de la langue orale transformée à l'écrit aussi. Bon, la traduction, c'est un autre genre. Oui, d'ailleurs je ne me suis pas lancé dans le débat avec le roman plus contemporain, parce que je n'ai pas le temps. Hein. Donc je suis un peu resté près des romans qui sont des références pour la plupart des romanciers, les romans du 19e ou des débuts du 20e. Hein. Mais c'est vrai que les romans, beaucoup de romans contemporains, ont moins une part de fiction, beaucoup, hein, que les romans du 19e siècle. Donc peut-être il pourrait y avoir un terrain de rencontre. Je ne sais pas. Chichi l'a écrit. Vraisemblablement. C'est plus long, non. Non, c'est pas une question de combien. Mais non, mais le théâtre, j'ai beaucoup réfléchi à la référence et le théâtre, mais le théâtre, il est représenté. Hein. Donc il n'y a pas l'effort du lecteur de décoder, de se représenter, hein, puisqu'il est représenté. Si on pense, bon là on est rue Édouard David, hein, si on pense à ce qu'Édouard David a écrit, il a écrit des choses qui sont interminables, hein, pratiquement les ortillonnages, etc. C'est très long, Marie Chrétienne. En fait, c'est en vers, et ce sont des chansons, enfin ce sont des chants, et, ce qui n'est pas le cas de Florian Duc, qui écrit également en vers, mais qui écrit un roman. Donc, là, pourtant, on va dire, il en a écrit Édouard David, il en a laissé des pages. Hein. Il y a un passage qui est un cap qui est difficile à aborder, et puis ensuite, donc ce que tu dis, c'est intéressant l'expérience des lecteurs que tu as de ton roman. Du fait que moi je suis sur 2 régions, à Valenciennes, j'en ai interrogé une vingtaine. Bon, bah, il y a des avis divers, mais c'est vrai que mon voisin d'en face qui ne parle pas un mot ni de Grouchy, ni de. Puis tu as des Parisiens. Il y en a qui l'ont lu, mais ils sont extrêmement habitués à décoder les romans, donc pour eux c'est moins pénible. Et ceux de Valenciennes, ils me disent, bah, tu sais, quand tu es né, parce qu'ils parlent de ça, quand tu es né au mi-temps, on ne sait plus ce qui s'est passé au début, parce que c'est dur, hein. Voilà. La question reste ouverte. Hein. Moi, je trouve désolant que des textes comme ça restent finalement confidentiels. Il n'en existe que très peu d'exemplaires. Je comprends que des éditeurs hésitent à se lancer parce qu'il faut tirer à quelques centaines, sinon quelques milliers. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen terme avec la photocopie? Est-ce que ça poserait des problèmes de droits d'auteur, de trucs comme ça? Parce que la plupart de ces gens-là se foutent des droits d'auteur. Ils ont écrit pour leur plaisir, ils aimeraient être lus. Est-ce que par la photocopie, il n'y a pas... Jean-Luc, tu as jamais réfléchi à ça, des fois? C'est vrai qu'en ce qui me concerne, j'ai pas lu les La seule problèmes. chose que je puisse te dire, c'est que mon ode, Pierre de Guicourt, Pierre, donc, qui est maintenant disparu, mais ne souhaitait pas que ce soit publié.
Donc, ce que Jean n'a pas mentionné. Donc, moi, il m'en avait confié un exemplaire, et puis il doit y avoir un autre dans sa famille en picard. Il l'a écrit en picard, et il l'a pour sa descendance, je ne sais pas quel niveau, ses petits-enfants probablement, traduit en français à usage familial, mais c'est une écriture en picard. Sinon, quelqu'un comme André... Si vous voulez pas, il faut le respecter. Mais le roman d'André Thierry, là, André, il aurait été content que ce soit lui. Ah oui, mais... Ouais, mais Il aurait été content. Non, il faut admettre que lui, le sien, bon, il est assez difficile à lire. Non, parce que il est d'une très grande érudition, vous voyez, avec des références, j'en ai un peu parlé, il y a des références constantes. Certains passages, je les ai lus 2 fois, ça y est, mais bon, la densité des références est telle qu'elle vous échappe. Hein. Non, plus que la photocopie. C'est dommage que les auteurs qui n'éditent pas ne déposent pas dans une bibliothèque publique pour qu'on puisse au moins les consulter quelque part. Hein. Parce que qui va prendre l'initiative de photocopier il n'y a pas de droit d'auteur. Ou chez Diseux, ou je ne sais pas qui, voilà. En tirerait-il que 100 exemplaires Il faut des sous. Franchement, dommage que ça ne soit pas lu. Ah oui, mais bon, c'est pour ça que ce soir, j'ai mis plus l'accent sur la présentation des romans actuels, quelle que soit leur qualité, pour qu'on fasse le point, qu'on sache, hein, plutôt que de faire une analyse. On ne peut pas faire une analyse de 9 romans, hein. C'est pas possible. Marius de Ville s'est déposé à la bibliothèque d'Abbeville parce que il en a quand même écrit quelques centaines de pages. Je sais pas, c'est pas inaccessible non plus. Les associations. Si Jean a réussi à rassembler les textes qu'il a ce soir, c'est aussi parce que par le bouche à l'oreille. Oui, mais ça serait bien de pouvoir le lire à sa maison plutôt qu'être obligé d'aller dans une bibliothèque. Il faut aller dès l'après-midi dans la bibliothèque pour... C'est vrai que la non-diffusion porte préjudice. Alors, comment résoudre ce problème? Mais c'est vrai qu'au début, je pensais parler un petit peu, évoquer les romans du Moyen-Âge. Je suis allé lire à la bibliothèque. Les textes, bon, on ne va pas recommencer la querelle du roman du Moyen-Âge, mais par exemple, La fille du duc de Ponthieu, moi je suis allé lire à la bibliothèque d'Amiens. Bon, c'est parce que c'est rare. Par exemple, cette histoire de diffusion qui n'est pas propre au roman, hein, qui est propre à l'édition. Hein, imprimer un livre, ça va courir. Si c'est pour garder chez Caisse dans un garage, après un doc plage. Mais je reviens en mémoire une anecdote, un épisode lié à l'édition de Schlottokar. Le bouquin est sorti en juin, si je me souviens bien. 96. Et je ne sais pas si ça existe encore, il y avait le prix du livre de Picardie qui est patronné par le conseil régional avec une intelligentsia que je ne connais pas, qui sélectionne les livres, qui nomine à l'américaine quelques bouquins pour aller après en finale. Et le roman Picard a été nominé, donc été sélectionné dans les 6 ou 8 derniers livres qui ont été soumis à ce jury. Et c'est un membre du jury qui me l'a rapporté donc en 98, puisque c'était pour le prix qui allait être donné en 97, dans les livres édités en 96. Eh bien, il y a des gens qui ne l'ont pas lu parce qu'il était en Picard. Et donc il pouvait pas, il risquait pas d'être premier, il y a des gens qui ne le lisent pas. Le conseil régional de Picardie. Hein. Alors que, bon, l'anecdote ne me serait peut-être pas revenue si Jean n'avait pas mentionné que des gens non rompus à la lecture du Picard, mais rompus à la lecture du roman, comprenaient à la limite plus aisément que certains qui étaient rompus à une lecture d'une variété picarde qui n'était pas la loi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un obstacle a priori de dire c'est écrit en Picard, ça franchira pas le pas, et de là, la diffusion ne se fera pas. Parce que... Un obstacle ou un rejet. C'est le sectarisme. Oui, enfin bon, un ostracisme. Donc, ce qui veut dire par là qu'il y a un effort d'édition qui a été fait 3 fois
Auckland avec Claude Milan, Platon avec Florian Duc, et puis Jean avec son roman de Schlotoka. Je veux dire, bon, supposons que son livre soit génial, ce dont je suis absolument persuadé, mais supposons qu'il soit génial et qu'il soit arrivé premier à ce prix, donc qui attribue une somme qui n'est pas dérisoire du tout à l'éditeur, ça aide à la diffusion. Si on diffuse bien, et ça promeut à travers d'autres médias l'existence même d'un seul roman. Donc à partir de là, ça peut faire boule de neige, puis à d'autres éditeurs, à d'autres auteurs, l'idée de présenter un manuscrit, voire de l'éditer, et donc de le diffuser. Mais je veux dire, quelque part, il y a eu une barrière qui s'est installée, et donc voilà, ça tombe à l'eau, quoi. Donc il y a aussi de la part de ceux qui auraient pu promouvoir, de la même manière, je pense que, je ne sais pas s'il y a des gens qui s'occupent du prix de la nouvelle en Picard à Saint-Quentin qui soient présents, ils pourraient peut-être mieux témoigner que moi, mais au début, ce prix de la nouvelle en Picard, où on est dans une forme en prose longue, moins longue que le roman, mais quand même, à Saint-Quentin, qui voit tous les ans, depuis quand même peut-être une petite dizaine d'années maintenant, concourir passablement d'auteurs de toute la zone linguistique et un petit peu au-delà, puisqu'il y a quelques Wallons qui se greffent dessus. Ce prix était organisé dans le cadre du prix de la nouvelle de Saint-Quentin, et le prix attribué au texte picard était publié avec les textes français dans un fascicule. Ça s'est fait 2 ou 3 ou 4 ans peut-être, et puis ça s'est plus fait. Hein, et donc après, à charge de ceux qui... Et puis ensuite, donc le prix Picard a été mis en marge du prix de la nouvelle en français, et de ce fait-là bénéficie pas de l'aura médiatique et puis de la diffusion, alors qu'il y avait de la part des Picards, il n'y a pas volonté de squatter une institution, puisqu'en fait c'était apporter une pierre régionale, dans une forme d'expression régionale, à quelque chose qui n'était quand même pas un édifice, quoi. Mais donc, je veux dire, il n'y a pas non plus l'aide à la diffusion, ne serait-ce que d'un seul texte, d'un seul auteur, et donc ça demande toujours des efforts que certains, peu nombreux, portent à bout de bras. Je pense que c'est une part de réponse. Et pourquoi ce refus? Ça vaut rien. Vous avez vendu combien d'autocars? Oh, à l'époque, il s'est bien vendu. Non, le tirage, il est entre, alors ça, je sais pas, autour de 800, et je crois qu'il y en a 500 qui sont partis, quoi. C'est toujours, enfin bon, depuis 96, depuis 6 années pleines, c'est cet ordre de grandeur-là. C'est bien. Oui, ça permet d'équilibrer le budget, Il y a un fonds de clientèle. Oui, mais il faut bien comprendre que la situation de Schlanchon est quand même une situation d'exception. Je pense que quand un éditeur comme Grand Cyr à Wagner-Russe se lance dans la fabrication d'un livre en Picard, il n'en vend pas 500 exemplaires. Il n'est pas assuré, comme Schlanchon, d'avoir 150 souscriptions dès qu'on a lancé des butins dans Schlanchon. La situation de Schlanchon est exceptionnelle et permet... C'est un média. Permet de se lancer dans l'édition d'un roman. Parce que, bon, la première fois, c'était peut-être un peu plus risqué, parce qu'il manquait d'expérience, enfin, je veux dire, pour les premières éditions, mais maintenant, enfin, on sait bien que c'est quand même une sacrée locomotive. Il y a, enfin, conjointement à la publication des œuvres de Pierre Duquet, qui ne relève pas du roman, donc on ne pourrait peut-être pas en parler ici, il y a eu la parution du CD qu'on a fabriqué. Mais on a été, grâce à Schlanchon, on a vendu 150 CD de Pierre Duquet. Bon, il y a aussi un CD de Pierre de Blicourt, j'en ai vendu 20. On ne peut pas dire que Pierre Ducourt il soit moins bon que Pierre Ducourt, et qu'il soit moins connu. Pierre Ducourt est quand même bien connu aussi, mais la diffusion n'est pas la même. Parce que le Schlanchon, ça représente derrière une foule d'abonnés, une foule de lecteurs qui font confiance à la revue. Quand on leur dit chez moi, ils veulent la tâter, hein, et puis chez nous, quand on l'a gonflé, les gens ils font confiance, ils nous achètent. Ça veut dire qu'il faut continuer. Oui, bien sûr. Ça veut dire et tout, il faut mettre du carbone à chaque locomotive. Ça marche pas tout seul. Non, mais en plus, bon, alors, sur un autre plan, puis il ne faut pas éterniser la conversation là-dessus, mais c'est que la fonction d'une association Schlanchon aujourd'hui, ça peut être Éclitra dans une autre période, ça peut être d'autres associations dans d'autres domaines
dans d'autres parties du domaine Picard. Hein. Il y a Gélin d'Artois, il y a l'Arnicoise, il y a d'autres journaux en Picard, et c'est fort heureux. Eh bien, il n'y a pas une vocation non plus à ces associations-là de tout éditer et de, je veux dire par là, de se transformer en éditeur. Il n'y a aucun travail qui est professionnel là-dedans, c'est un travail de bénévoles et d'amateurs dans les deux sens du terme, d'ailleurs, tant dans le sens noble que dans le sens aussi du bricolage. Et avec Jean, il ne peut pas en parler, ne serait-ce que par modestie, mais comme il avait été invité par la Société d'émulation d'Abbeville à présenter sa démarche d'écrivain au Picard, je vous conseille de lire soit le tiré à part, soit le bulletin de la Société d'émulation, dans lequel il a présenté la genèse de son roman, et à laquelle je ne suis pas tout à fait étranger. Donc ensemble, on avait fabriqué son roman. Je reviens donc, la référence, je ne sais plus de l'année du bulletin de la Société d'émulation, mais peu importe, c'est forcément depuis 98, les travaux de 98. Bon. Mais quand on a fabriqué ce roman, moi j'ai proposé à Jean, qui avait lu par épisode son roman aux réunions des Picards 10 ans, de rassembler ces textes-là en un seul livre, et lui il m'a demandé d'être le premier lecteur, et de là on a fait faire à pied le cul tout un tas de calipettes qui sont pas d'un cheville, parce que sans quoi on a sorti au point, puis c'était pas son projet d'écriture, mais je veux dire, il y a ce côté amateur. Si on va, passionné, hein, ce côté-là, si un auteur va avec son manuscrit chez un éditeur, c'est figé. C'est même le travail qui peut être fait autour de la présentation, de la langue, voilà. Donc il faut que ce soit un travail qui soit complet. Est un fait que d'écrire 25 poèmes de 60 rimes, c'est plus facile à concevoir, à organiser, à comparer, et c'est moins risqué pour un éditeur que de se lancer dans un texte trop long. Je pense que, pour parler de texte long, Jean Vasseur, qui a récemment édité l'intégralité des œuvres de son père publiées dans la presse, qui représente un bouquin qui fait plus de 1000 pages, a dû se voir entendre par certains bailleurs de fonds qu'un bouquin de 1000 pages en Picard, c'était probablement plus indigeste qu'un cassoulet toulousain. Donc, je veux dire, ça fait partie aussi des choses qui rebutent, hein, des choses qui fatiguent aussi, parce que quand on l'a fait un coup, tu as le marche-point, vous évitez tes nerfs. Donc, tout ça fait probablement, hein, Jean, je ne pense pas voir exagérer, mais je veux dire que tout ça, c'est un contexte dans l'édition, et ce contexte-là, il est supportable qu'à condition qu'il y ait une diffusion. Et donc, la diffusion, ça suppose des efforts de beaucoup de gens, à commencer par les éditeurs, mais aussi par les libraires, hein, par les vendeurs de livres. Il y en a qui font des efforts, et il y en a qui n'en font pas. C'est assez amusant parce que je suis en train d'écrire l'édito du prochain Lancheron, ça va porter là-dessus. C'est marrant la question. Mais c'est quelque part ce que Jean-Pierre vient de vous dire, la confiance qui est née par l'estampille Lancheron, mais la linguistique picarde, ou enfin les clitraphes, ils ont quand même vendu et publié des choses passionnantes qui ne l'auraient pas été s'ils n'avaient pas été là, et qui ne le seraient pas s'ils n'étaient toujours pas là. Et donc, cette estampille-là, ça représente un travail, ça représente des années aussi. Hein, un quart de siècle, c'est quand même pas rien. Ça représente des contacts, et ça représente donc, dans cette confiance-là, toute une chaîne. Mais il y a des gens aussi, et ça c'est valable pour toutes les formes d'écriture, qui écrivent pour mettre dans leur table de nuit. Hein. C'est pas